Bonjour à tous, bienvenue sur ce live sur l'épuisement professionnel dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. Je voudrais juste m'assurer que vous nous voyez, que vous nous entendez bien. Est-ce que vous pouvez juste me dire dans le chat tout est OK? Est-ce qu'il y en a au moins un qui peut mettre OK dans le chat, histoire que je vérifie que vous nous entendez et que vous nous voyez correctement? J'ai que des bonjours, j'ai pas dit OK à ma question. Ça ne saurait tarder. Oui. Ok, super, merci Sandrine. Génial, super, merci beaucoup. Merci. Donc comme ça, je vais pouvoir démarrer ce live en toute sérénité. Puis je vais commencer par te donner la parole, Antoine, pour que tu nous parles un peu des semaines de l'évolution professionnelle. Tout à fait. Courte introduction à ce webinaire. Voilà, un petit rappel des règles et des consignes à respecter dans le chat. Voilà. Que de la bienveillance, bien sûr. On échange les bonnes pratiques. Vous posez vos questions. On va faire le maximum pour y répondre dans l'heure qui nous est impartie. Donc voilà. On peut passer sur cet aspect-là. Si jamais, je peux intervenir également dans le chat et faire le lien avec Vanessa qui assure le gros de la présentation. Donc, un petit rappel des semaines de l'évolution professionnelle jusqu'à vendredi. L'APEC et Avenir Actif, opérateur du Conseil en évolution professionnelle, vous propose plus de 75 webinaires thématiques, dont celui du jour, qui sont accessibles à tous, gratuits, et que vous retrouverez au plus tard à la fin du mois d'octobre sur la chaîne YouTube des semaines de l'évolution professionnelle. Donc, vous en serez informé par email, je pense. Vous retrouverez tous les webinaires, ceux auxquels vous n'avez pas pu assister, ceux auxquels vous avez assisté, mais vous souhaitez retrouver des éléments d'information ou autres. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Tout cela sera disponible d'ici sous peu. Et donc, petite présentation rapide. Donc, je suis Antoine Jutret, chargé de communication pour l'opérateur Avenir Actif en région Nouvelle-Aquitaine. Et qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Quel est ton rôle sur ce webinaire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais introduire d'une part le sujet et essayer de soumettre les questions que vous nous posez dans le chat et rebondir sur certains éléments de présentation qui vous seront présentés aujourd'hui et qui, je l'espère, seront bien fournis de notre part. L'idée d'avoir Antoine avec moi sur ces webinaires, c'est qu'il puisse jouer aussi ce rôle un peu de modérateur, parce que comme ça, moi, ça va me permettre de me concentrer sur la présentation, et lui va pouvoir garder un œil un peu sur les questions qui seront dans le chat, et donc du coup de pouvoir me faire des petits signes en cours de présentation pour qu'on puisse peut-être essayer de prendre quelques questions au cours de la présentation, de manière à ce que ça soit un peu plus interactif, en tout cas autant que ça puisse l'être dans ce type de format. Moi, je suis Vanessa Marie, je suis coordinatrice pédagogique pour Avenir Actif en Nouvelle-Aquitaine. Et du coup, c'est moi qui ai cette grande mission que de parler d'épuisement professionnel aujourd'hui sur un format très, très court. Donc, je vais essayer, en tout cas, tenter d'amener quelques éléments de visibilité sur cette notion-là. Essayer peut-être de vous apporter quelques outils ou quelques actions possibles pour peut-être agir aussi sur cette thématique. Alors, on va commencer direct sur, effectivement, je me sens en situation d'épuisement professionnel. Et puis, on va commencer par le burn-out, même si on verra deux autres définitions, mais on va déjà s'arrêter, passer plus de temps sur celle-ci. On va essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui caractérise le burn-out, l'aspect syndrome, un petit peu, même si je vais y passer très, très vite sur les outils de mesure. Sur les éléments un peu caractéristiques ou en tout cas un peu les indicateurs, les points de vigilance, et puis essayer de vous apporter quelques clés d'action possibles. Et avant de commencer, je voudrais juste quand même qu'on soit bien au clair que c'est quand même un sujet très important, l'épuisement professionnel, et que je ne suis pas là non plus dans ce format-là pour vous faire un cours sur l'épuisement professionnel ou être non plus très détaillé en termes de caractéristiques. Mais voilà, c'est juste
apporter quelques éléments d'éclairage. Sur le burn-out, donc on va plutôt parler d'épuisement professionnel avec plusieurs définitions qui vont être liées à ça. On a l'OMS qui va parler de sentiment de fatigue intense. On parle aussi beaucoup de perte de contrôle. Et puis ce sentiment d'incapacité à aboutir à des résultats concrets. On va avoir, il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'écriture autour de la définition de l'épuisement professionnel, mais il y a quand même ces trois caractéristiques, ou en tout cas ces trois dominantes qu'on va retrouver. Donc l'assèchement émotionnel ou la fatigabilité émotionnelle. Et c'est ce sentiment qu'on va ressentir à un moment donné de manque d'énergie. On se lève le matin et on a beau avoir dormi 10 heures, et ben en fait on a l'impression d'être encore fatigué, peut-être voire plus fatigué qu'avant de s'endormir. On a le sentiment de plus réussir à gérer tous les éléments du quotidien qui vont très vite nous faire monter dans les tours d'un point de vue émotionnel. Alors après, c'est très dépendant de chacun. Ça peut partir sur des larmes, ça peut partir sur des crises. En tout cas, il y a quelque chose de la gestion émotionnelle qui est plus accessible. Donc, c'est ce qu'on met au sentiment que les ressources émotionnelles sont épuisées, on n'y arrive plus. Et puis on va aller tout doucement vers une démotivation pour le travail. Et du coup, on va pouvoir voir apparaître aussi ce sentiment de dépersonnalisation. C'est très moche comme terme. Qu'est-ce que ça signifie ? En fait, c'est aussi des réflexes de protection. Donc, en fait, on va développer des attitudes de détachement, voire de négativité. On peut être ça peut aller sur de la négativité, mais en tout cas, le premier geste, c'est se détacher de tout ce qui est autour de nous, pour se protéger, pour amener une protection sur nous. Donc, en fait, quelqu'un qui va vous annoncer quelque chose qui est compliqué pour lui, en fait, il y a plus de sentiments par rapport à ça, il n'y a pas de compensation, on peut observer effectivement des gestes un peu agressifs. Enfin voilà. Et un sentiment de non-accomplissement personnel. Donc l'individu, il va dévaloriser son travail et ses compétences. Voilà, avec cette idée que... alors, pas cette idée, je ne vais pas le formuler comme ça, c'est plutôt une difficulté à prendre le recul et à pouvoir identifier ce qui est de ma responsabilité, de mon action, et ce qui, de toute manière, n'est pas de ma responsabilité ou de mon action. C'est juste, je me permets d'intervenir, on voit en quoi le burn-out se caractérise d'un point de vue psychique, mais c'est également, il y a un impact physique aussi, de fait. Il y a énormément d'impact physique. Alors après, on va le voir sur les impacts physiques, on va en parler, bien sûr. Maintenant, il ne faut pas avoir une lecture, si je n'ai pas cet impact physique, ça veut dire que je ne l'ai pas. Parce qu'en fait, le corps est compliqué et c'est des exemples possibles d'impact physique, mais ça va être vraiment très dépendant aux individus et aux réactions du corps. On va zoomer aussi sur la notion de stress. Je n'arrive pas à passer ma diapo parce que l'épuisement professionnel, il va aussi être très en lien avec la notion de stress. Alors là, c'est un petit schéma qui vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, c'est un petit schéma pour essayer de représenter un peu comment tout ça, en fait, il y a un peu cet effet boule de neige. Donc, du coup, il y a cette pression. Alors, c'est pareil, la pression extérieure ou intérieure, c'est-à-dire que, et c'est là où c'est compliqué, je vais le poser maintenant, mais c'est là où c'est compliqué aussi le burn-out et l'épuisement professionnel, c'est que c'est très dépendant aussi de l'individu. C'est-à-dire que deux personnes qui vont être dans un même contexte professionnel, un même contexte de vie, ou bref, ne vont pas forcément les deux déclencher un épuisement professionnel. Il y a vraiment des choses aussi qui sont très internes, et je trouve que la notion de stress est
Et assez intéressante pour ça, parce qu'en fait, je peux mettre un même niveau de stress à Antoine et à moi. Il y a sa propre représentation des choses, de la qualité de travail, de l'exigence que je vais mettre par rapport à ce qui m'est demandé, qui va augmenter ou pas, ou minimiser cette notion de stress et qui forcément ne va pas amener les mêmes impacts et ainsi de suite. Et donc, du coup, par rapport à ça, je peux déclencher du surinvestissement. Et puis très vite se sentir en fait débordé, ou je ne sais plus par quel bout prendre, ça rentre pas, j'y arrive pas, c'est le sentiment où en fait j'ai déjà ça à faire et il se rajoute ci, il se rajoute ça, et là en fait j'y arrive plus, c'est plus possible pour moi. Et puis on va arriver dans du repli sur soi. Et puis là, c'est là où ça va commencer un peu enfin pas à commencer, mais c'est là où vraiment tout va un peu se dégrader, parce que du coup, on n'arrive plus à se reposer. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a beau se coucher tôt, on est fatigué, et puis forcément, on arrive à l'épuisement. Et puis, il faut comprendre que, en fait, quand je suis dans cette petite boucle de difficulté à se reposer, la pression est toujours là, le surinvestissement est toujours là, le sentiment d'être bloqué est toujours là, et en plus, j'arrive plus à me reposer, et j'arrive plus à me régénérer, et donc forcément, on va basculer vers l'épuisement et le burn-out. Donc Lisa dans le chat, le syndrome d'épuisement émotionnel est dorénavant une maladie reconnue par l'OMS. Le burn-out est reconnu par l'OMS. Par l'OMS. Dans sa classification internationale des maladies. Ouais. Et donc, burn-out caractérisé, entre autres, comme un épuisement physique et émotionnel. En fait, aujourd'hui, on parle de burn-out et on parle d'épuisement professionnel. Le burn-out et je ne sais pas comment dire correctement ce terme-là, mais une des conséquences maximales de l'épuisement professionnel. En gros, voilà, c'est ça. Et c'est là où c'est compliqué, c'est-à-dire que oui, le burn-out est reconnu, mais aujourd'hui, on va parler aussi d'épuisement professionnel sans être encore totalement dans le burn-out. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des outils de détection, de mesure pour réussir à clairer. Et d'ailleurs, on a un schéma qui vient peu détailler différentes étapes, phases dans le processus d'épuisement. Je ne sais pas si tu avais terminé sur l'autre slide, mais ici, du coup, on voit différentes étapes. C'est ça. Qui va représenter en fait ce qui va se passer quand on parle de syndrome d'épuisement professionnel. Alors, je vais vous présenter le schéma et je vais en parler, mais il faut quand même avoir en tête que c'est une représentation des choses, parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir représenter les choses, mais les choses sont ni blanches ni noires, et voilà, il faut aussi amener un peu de nuance dans tout ça. Mais on va avoir une première étape qu'on va appeler l'engagement. Donc, en fait, c'est une étape bien, c'est saine, en fait, où je suis engagée, j'ai du plaisir au travail, j'ai un sentiment d'efficacité professionnelle, voilà, j'ai un état de bien-être où les choses sont assez équilibrées pour moi. Et puis, va se passer cette phase de surengagement. Et donc là, il va commencer à apparaître certains troubles, certains symptômes, troubles du sommeil, troubles digestifs, bon bref, on va en voir d'autres, mais en tout cas, je vais commencer, le plaisir va se mélanger à de l'anxiété. Voilà, tu sais, ce sentiment un peu de pression qu'on évoquait tout à l'heure qui va revenir. Et puis en fait, alors on appelle ça de l'acharnement frénétique. C'est pas moi qui ai créé ce schéma-là, on est bien sur un schéma qui a été posé et reconnu pour représenter le syndrome. Mais c'est cette idée en fait de continuer ce surengagement, de ne plus ralentir, de ne pas s'écouter, et puis d'essayer à tout prix, de tenir à tout prix cette situation. Donc on va parler de travail excessif, compulsif. Voilà, vraiment, il y a quelque chose assez important. Il y a une BD qui existe, d'ailleurs j'aurais pu la mettre, je n'ai pas pensé à la mettre dans les liens, mais il y a une BD qui représente vachement bien
ce qui peut être vécu, mais il y a quelque chose, alors je vais exagérer parce que c'est toujours plus facile pour moi d'exagérer, mais il y a quelque chose de l'ordre du vital qui se joue. Voilà, je ne peux pas lâcher, c'est pas possible. Je dois, il faut, enfin bon voilà. Et donc du coup, c'est ça qui va amener effectivement cet effondrement. On va retrouver l'épuisement émotionnel, qui va s'additionner à un épuisement physique et un épuisement psychique. Et donc, en fait, c'est ça qui va créer vraiment cette idée de l'effondrement et du coup, ce syndrome d'épuisement professionnel et le burn-out. Aujourd'hui, à titre d'exemple, on a des personnes qui arrivent sur le lieu de travail et qui, au moment d'ouvrir la porte pour rentrer dans leur lieu de travail, perdent connaissance. On a vraiment des vrais symptômes physiques hyper impressionnants qui sont en lien avec le burn-out. Du coup, les symptômes, comment... Du coup, les symptômes... Alors, non, justement, pas comment, mais malgré tout, je trouve que c'est quand même intéressant de s'arrêter un peu aux symptômes parce que ça nous permet, nous aussi, d'avoir un peu de points d'alerte, hein, parce que moi, mon objectif aujourd'hui n'est pas de vous faire un cours sur le burn-out, mais bien de se dire finalement, voilà, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à moi et comment moi, je peux me mettre un peu en alerte de tout ça. Donc, on va avoir des manifestations, on va essayer de classer un peu le truc, mais on a des manifestations émotionnelles, donc l'irritabilité, c'est hyper dur à dire, par exemple, l'hypersensibilité, le fait alors après, moi, par exemple, si j'ai un peu de stress, où je me sens un peu surmenée, parce que ça nous arrive tous. Aujourd'hui, on parle de burn-out professionnel, mais il y a aussi le burn-out parental, bref. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui suis beaucoup sur l'émotionnel, je vais facilement pleurer. Voilà. Donc, l'hypersensibilité chez moi va plutôt se manifester comme ça, voilà, avoir un peu ce truc-là. Mais ça peut être, alors on parle d'irritabilité, ça peut être une colère qui est un peu immédiate et pas, sans véritable naissance. Enfin bon, voilà. Physiquement, alors il y a la prise de poids, ça peut être aussi la perte de poids, enfin, en tout cas tout ce qui va agir sur le poids. Le trouble du sommeil est quand même le premier, en vrai, est quand même un symptôme assez régulier et qui doit être assez alertant. Voilà, dès qu'on commence à avoir un peu de difficulté, trouble du sommeil, ce sentiment de fatigue au réveil fait partie, voilà, des symptômes très récurrents et sur lesquels il faut être un peu en alerte. On a des nausées, on a des pertes de connaissance qui peuvent faire partie vraiment des symptômes assez élevés. La baisse de concentration, difficulté à rester concentré sur une vidéo, sur une lecture, voilà, des décisions difficiles. Parce qu'en fait, alors pourquoi la décision devient difficile? Parce que en fait, elle est source d'angoisse et l'angoisse devient difficile à gérer. Et bon, bref, et donc c'est notre effet boule de neige. Le repli sur soi, l'isolement, l'agressivité. Et puis quelque chose qui est assez fort quand même et assez prégnant, c'est cette espèce de doute de soi, de perte de sentiment d'efficacité, de doute de ses compétences, voilà, qui est quand même très présent dans les symptômes du burn-out. Il y a une question qui est intéressante de François. Ouais. Une connaissance me demandait si d'avoir le statut de demandeur d'emploi dans sa recherche pourrait amener à ce syndrome d'épuisement. Est-ce que, sachant qu'on parle d'épuisement professionnel, c'est lié, le burn-out, il est lié à un statut ou est-ce qu'il peut être caractérisé si effectivement la personne, admettons, dans son parcours de demandeur d'emploi, peut avoir aussi un sentiment... là, on parle d'épuisement professionnel, on parle de burn-out. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup du burn-out parental. Mais en vrai, c'est un sentiment d'épuisement. Donc, que je sois salarié ou demandeur d'emploi, en fait, quand je suis demandeur d'emploi, je peux aussi avoir de la pression, du stress, qui peut être externe
parce que ma famille, j'ai du stress au regard des attentes de ma famille, d'une pression sociale, voilà. J'ai mon propre stress, ma propre pression interne et ainsi de suite. Et je vais pouvoir, comme ça, me fixer des objectifs ou en tout cas grossir les objectifs qu'on peut me fixer, augmenter la pression, aller sur du surengagement, me sentir plus en capacité d'eux et en arriver à cette idée de l'épuisement professionnel. C'est vraiment pas lié à un statut et c'est beaucoup plus lié à l'individu. Et quand je dis ça, je ne dis pas, et c'est ça qui est compliqué, je trouve, personnellement, dans l'épuisement professionnel, c'est que quand on dit que c'est lié à l'individu, ça ne veut pas dire qu'on dédouane les organisations ou de ça, de leur responsabilité. Mais effectivement, en fait, un même individu dans une situation similaire, eh ben, un va déclencher de l'épuisement professionnel et pas l'autre. Parce qu'il y a une part de l'individu, de sa capacité en fait à gérer ce stress, de sa capacité à gérer ses propres représentations ou pressions internes. Et comme le témoigne Sonia, faisant suite à une démission parce qu'il y a eu cette difficulté rencontrée là, vient derrière peut se prolonger sur sous une forme plus ou moins. Et également la question des outils a été évoquée, donc je crois que c'est justement là qu'on peut faire la transition sur les outils de mesure et comment le détecter. Alors c'est un parti pris d'exposer celui-ci, c'est pas le seul. C'est pas le seul outil, malgré tout c'est quand même celui qui est le plus utilisé, le plus reconnu. C'est difficile cette question de l'outillage et de la mesure. Je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est pas mon pôle d'expertise, donc je vais pas prendre de risques là-dessus, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où on reconnaît le syndrome d'épuisement professionnel, le burn-out, comme étant une maladie pro, en fait, il faut outiller aussi et du coup, essayer de trouver une façon de mesurer ça. Ce qui est pas mal sur cet outil-là, c'est qu'il va aussi s'intéresser à cette dimension individuelle, c'est-à-dire qu'il va venir questionner le vécu de la personne. Et je vous disais qu'en fait, ce qui est compliqué dans l'épuisement professionnel, c'est que c'est tellement dépendant de l'individu qu'on ne peut pas être sur un outil qui mesure seulement l'organisation ou les facteurs externes. Donc cet outil-là, en fait, va venir questionner le vécu de la personne et donc c'est ça qu'on va venir mesurer et on va se rapprocher effectivement d'une mesure assez efficace et de ce syndrome. Alors maintenant, une fois que j'ai dit tout ça, qu'est-ce que je peux faire et comment je peux faire ? Et c'est compliqué. Je pense qu'il faut s'informer et se former. Alors s'informer parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui vont agir autour de ça. Alors il y a des associations. Il se trouve que nous, on est sur la Gironde et sur Bordeaux, on est une association qui agit énormément sur le burn-out, qui s'appelle les Burnettes, qui parle d'ailleurs du burn-out professionnel et parental, qui est un burn-out qui est assez peu étudié et mis en avant aujourd'hui, alors que là aussi, il y a une thématique. Mais en fait, ce type, et donc c'est vraiment une chouette association où il se passe de belles choses et où du coup, elles mettent à disposition un accompagnement, mais elles mettent à disposition aussi plein de professionnels. Il y a des psychologues, il y a des juristes, il y a des ergothérapeutes, il y a des sophrologues, enfin bon, voilà, qui accompagnent. Alors du coup, vous avez compris, ces femmes, parce qu'elles ont choisi cet axe-là. Mais aujourd'hui, des associations comme ça, des structures relais comme ça, il en existe en fait, il en existe beaucoup, sauf que c'est toujours la difficulté de trouver l'information. Donc aujourd'hui, on est sur un webinaire national, ça va être compliqué pour moi de vous donner cette information-là au niveau national, mais il y a un relais,
que vous allez tous pouvoir mobiliser, qui est les médecins du travail ou le médecin généraliste, qui est le premier relais qui peut vous informer. Aujourd'hui, les médecins du travail, tous travaillent beaucoup sur l'épuisement professionnel. Ils ont très souvent la connaissance des associations qui peuvent intervenir derrière et vont pouvoir vous orienter là-dessus. Il faut veiller à sa charge de travail. Alors c'est pareil, une fois que j'ai dit ça, j'ai un peu rien dit, parce qu'en fait, c'est jusqu'à quelle mesure, souvent les gens, on perd ce sentiment de pouvoir d'action. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'en fait, on ne peut pas agir sur notre charge de travail, qu'on ne peut que subir ce qui se passe et on n'arrive plus à trouver des moyens d'action. Donc après, c'est réussir à remettre des moyens d'action pour surveiller sa charge de travail, pour mesurer sa charge de travail. Alors des fois, c'est des petits trucs tout bêtes. Sur une personne, moi, que j'avais accompagnée, où en fait, on était reparti à l'ancienne sur un calendrier papier. Parce qu'en fait, le problème du calendrier Outlook, c'est qu'on peut on peut faire 3 activités en même temps sur le même créneau. Ça ne gêne pas du tout. Voilà. Je suis ravie quand même qu'une dingue. Non, mais c'était assez hallucinant. Ça ne gêne pas notre calendrier. Mais voilà, en fait, de pouvoir poser à un moment donné sa charge, ce que j'ai à faire, la temporalité que ça doit me prendre, du coup, de pouvoir être en capacité à un moment donné de dire, en fait, ça, je ne peux pas. Ou en tout cas, je ne peux pas dans les délais que tu me donnes. Je vais pouvoir à tel moment. Voilà. Ou alors, il faut que je réagisse une urgence. Tu m'as donné aussi une urgence là-dessus. C'est à toi de savoir qu'est-ce qui va être urgent pour toi. Mais les deux, là, aujourd'hui, ça ne rentre pas et il va falloir que tu choisisses l'urgence. Là, je parle pour les managers. Garantir un soutien social solide au sein de son collectif. Je vous ai dit tout à l'heure, dans la dégringolade de l'épuisement, il y a cette notion d'isolement. Et du coup, c'est comment en fait je casse cet isolement, ou en tout cas comment je préserve quelque chose pour éviter d'être dans de l'isolement. Alors souvent quand même, quand on est sur de l'épuisement professionnel assez costaud, en vrai, on est coupé du collectif, du travail, souvent on est en arrêt, bref. Et donc, du coup, il faut remettre du soutien social, il faut remettre la notion de plaisir. Et cette notion de plaisir, si elle est plus possible d'un point de vue pro, en fait, il faut retrouver une notion de plaisir quelque part. Le plaisir de sortir, le plaisir de marcher, le plaisir d'aller au cinéma. Mais on se rend compte que les gens qui sont en épuisement professionnel, ils ont aussi, la notion de plaisir a totalement disparu de l'ensemble de leur sphère. Ça impacte bien au-delà de la sphère professionnelle. Ouais, et il y a vraiment, même dans les liens familiaux, dans le lien de couple, en fait, il y a un vrai isolement. Je me permets juste de rebondir peut-être par rapport à ça et dans la notion de collectif. Là, Gisèle, en commentaire, indique que c'est le signe qu'il faut changer d'environnement. Nécessairement ou pas? Est-ce que il y a un repli sur soi, mais est-ce qu'il faut forcément partir de son... Alors, en fait... Est-ce qu'on ne peut pas essayer de s'ouvrir et de mettre des choses en place. En fait, ce que je vais répondre, mais en vrai, je ne vais pas répondre. Sachant que voilà, tout dépend de la situation. Alors, tout dépend de la situation et tout dépend de l'individu et de sa capacité. C'est-à-dire que vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de solution identique de l'un à l'autre. Il y a des individus, des personnes pour qui, en fait, le fait de partir peut-être être encore plus angoissant, demander un effort plus grand que celui de rester et de modifier ce qui se passe. Aussi parce que ils peuvent être aussi dans une organisation qui permet la modification ou le pouvoir d'action. Et puis, il y a d'autres personnes pour qui, effectivement, ça sera le seul moyen pour eux de réparer quelque chose, ou en tout cas, qu'il puisse se passer quelque chose. C'est pour ça que je dis que je vais répondre sans vraiment répondre. C'est qu'est-ce qui m'est possible à moi, dans mon contexte, dans ma situation, dans l'énergie que je suis en capacité de mobiliser, voilà, et dans ce qui m'est possible, parce que les environnements sont différents d'un individu à l'autre. Voilà, je vais
peut vite passer, je ne me rends pas compte du temps, mais il faut agir sur les marges de manœuvre. Enfin voilà, ça c'est. On a tous, et c'est ça qui est compliqué quand on est dans l'épuisement professionnel, c'est qu'on ne perçoit plus ces marges de manœuvre. On ne perçoit plus ce sur quoi on peut agir. On ne perçoit plus sa capacité d'action, son pouvoir d'agir, et enfin voilà. Et donc il y a un vrai travail, et alors après, qui se fait pas forcément tout seul, hein, que vous allez faire en étant accompagné et ainsi de suite, mais il y a un vrai travail à mener sur reprendre possession de son pouvoir d'action, de ce sur quoi je peux agir, à quel moment je peux me mettre aussi en sécurité, et ainsi de suite. Il y a, on n'en parle pas là, mais c'est aussi une notion de trauma. Donc ça, c'est compliqué. C'est-à-dire que parler du burn-out, c'est parler aussi de l'après-burn-out. Une fois que, alors pour reprendre, je ne sais pas qui c'est qui disait ça, mais pour reprendre cette idée de je suis sortie, très bien, oui, mais c'est pas parce que je suis sortie que ma situation, que c'est fini. Parce que c'est un trauma, et comme tout trauma, il y a quelque chose qui va se jouer. J'ai eu un accident de voiture, et ça fait 10 ans, en tout cas ça, j'ai juste dévalé la cadouille, machin. Et en fait, aujourd'hui encore, 10 ans après, pour des raisons qui m'échappent, je vais être en train de conduire, tout se passe bien, et j'ai cette boule au ventre qui arrive parce que mon cerveau capte des indicateurs et me rappelle le trauma que j'ai vécu. Et en fait, les gens qui ont vécu un burn-out, c'est ça qu'ils vivent au quotidien. Voilà, donc ok. Alors oui, on s'en sort, je chope vraiment mais bien sûr qu'on s'en sort vraiment. Bien sûr, parce que alors je ne vais pas pas aller partout, mais l'individu a cette capacité de résilience et cette capacité à un moment donné d'agir sur ses traumas, d'agir sur ses conséquences. Et puis, alors on parle de tirer leçon, tout ça, même si je trouve que c'est pas très beau de dire je vais tirer leçon de mon burn-out. Franchement, c'est un peu chaud de le dire comme ça. Mais en tout cas, oui, bien sûr, on s'en sort. Mais je crois qu'on s'en sort alors en étant bien accompagné et en étant d'accord de pouvoir dire, en fait, de pouvoir poser sur la table que, oui, je suis sortie peut-être de la situation qui a provoqué l'épuisement professionnel, mais je ne suis pas sortie de mon épuisement professionnel. Je ne suis pas sortie du burn-out parce qu'en fait, c'est un trauma. Et comment je fais maintenant? Comment vivre l'après-burn-out? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Comment je peux être accompagnée, et ainsi de suite. Je te laisse me dire s'il y a des choses. Ça échange dans le chat, c'est très bien. Ça marche. On peut poursuivre, on peut avancer effectivement un petit peu. On a pas mal à voir. Ouais. Alors là, c'est des petits trucs alors qui sont le mieux étant de se faire accompagner. Enfin bon, bref, tout ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais moi, en attendant, est-ce qu'il y a des choses des petits outils que je peux mettre en place? Donc oui, il y a des petits outils qui peuvent exister pour m'aider moi un peu aussi à commencer à me mettre en action et mettre en action des choses. Donc là, c'est un petit outil en fait qui va reprendre certaines catégories pouvant être facteur de risque, donc l'exigence au travail. Et en plus, je trouve que c'est un outil aussi qu'on peut mettre en amont, c'est-à-dire que là, on parle du burn-out, ça veut dire qu'à un moment donné, on a tiré la corde, elle a pété, quoi, en fait. En gros, c'est ça. C'est donc avant que la corde pète, il y a pas des trucs sur lesquels je peux agir. Et donc, on va reprendre des catégories comme l'exigence au travail, l'exigence émotionnelle, l'autonomie, les rapports sociaux, les conflits de valeurs, la sécurité socio-économique. Donc ça, c'est des exemples de facteurs de risque que vous pouvez retrouver. Et en fait, je vais prendre catégorie par catégorie en me disant finalement, quels sont mes facteurs de risque au regard de mon environnement, pro comme perso, en fait. Je pense qu'il faut aussi avoir ce raisonnement qui est plus global. Et du coup, c'est quoi mes facteurs de risque? Une fois que j'ai posé mes facteurs de risque, en fait, je vais essayer de dire ce sur quoi je peux agir. Est-ce que dans tous ces facteurs-là, il y a des choses sur lesquelles je peux agir? Et puis, du coup, par quoi je peux commencer? Et pouvoir, comme ça, me donner un peu quelques éléments d'action. Et j'actionne quelque chose. Et du coup, voilà, je vois un peu comment ça fait et comment ça peut faire effet boule de neige autrement. Ça, c'est pareil, c'est un autre
un autre petit outil là, qui va prendre 6 dimensions qui sont la sécurité de l'emploi, le soutien, la charge de travail, parce que c'est quand même quelque chose qui est très récurrent dans l'épuisement professionnel, la liberté d'action, l'autonomie, les marges de manœuvre, la reconnaissance professionnelle et le sens dans le travail. Et donc là, c'est pareil, c'est se dire finalement sur ces 6 dimensions, aujourd'hui, où est-ce que je me situe? Donc vous voyez que le violet, c'est la situation où je me situe. Avant que cela se dégrade, comment je me situais, comment j'étais avant qu'il y ait une dégradation. Et qu'est-ce qui me paraît acceptable ou en tout cas supportable aujourd'hui. Ça, c'est pour ramener aussi un peu pas de nuances, mais en tout cas de petits pas. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je vais essayer de me dire, voilà, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour m'en approcher? Sur quoi je peux agir pour essayer de m'approcher de quelque chose qui soit à minima de l'ordre de l'acceptable ou du supportable. Il est 12h35, je ne suis pas trop mal en vrai. On est bien. Timing. Ok. Mais du coup, effectivement, on parle d'épuisement professionnel et de burn-out. On parle de burn-out, mais il n'existe pas que le burn-out, il y a d'autres formes. On va voir 2 autres formes. On va commencer par le bore-out. Donc, on va voir déjà de quoi on parle quand on parle du bore-out. Et puis, on va essayer, pareil, d'avoir un peu le même raisonnement que pour le burn-out qu'on vient de voir. En fait, le bore-out, c'est quoi? C'est le fait de s'ennuyer à mourir. C'est l'ennui au travail. On a une souffrance d'avoir le sentiment de ne pas avoir d'activité, de ne servir à rien, de s'ennuyer. Et pour le coup, alors, on rencontre, nous en tout cas dans le cadre du CEP, bien sûr, on rencontre beaucoup de gens qui sont plutôt proches du burn-out ou de cet épuisement professionnel dû à une surcharge de travail, en tout cas ce sentiment-là. Mais en vrai, on rencontre aussi de plus en plus de personnes qui sont sur cette dimension du burn-out, et puis je parlerai de la troisième, et ces expressions de pouvoir dire, de se retrouver à un moment à dire, en fait, je tourne en rond, je m'ennuie, j'ai rien à faire. Moi, j'ai une personne qui, lors d'un accompagnement, m'a dit, elle avait le sentiment, alors quand je dis le sentiment, parce qu'en fait, moi, je ne suis pas sur le lieu et je ne peux pas énumérer des faits que je n'observe pas, mais en tout cas, pour elle, elle avait le sentiment que ça faisait des années qu'elle était dans une espèce de mise au placard où, en fait, en gros, on ne lui donnait rien à faire, ou en tout cas rien qui l'occupait pendant 7 heures. En gros, elle avait un travail qui l'occupait 1 heure, et pendant les 6 heures qui restaient, en fait, elle allait sur Vinted, elle faisait sa petite vie, machin, tout ça. Et donc, en fait, une espèce d'acceptation, alors je ne dis pas chez tous, mais à un moment donné, elle en était arrivée à une espèce d'acceptation de cet état de fait qui était invivable pour elle, mais voilà, qu'elle avait fini par y mettre une espèce de routine. Et elle engage un accompagnement, et elle me dit, en fait, elle me dit, j'en arrive aujourd'hui, je ne sais pas si je serais capable de me remettre à travailler, capable de pouvoir être de nouveau en capacité de réfléchir, de travailler 7 heures, d'avoir cette énergie, et ainsi de suite. Donc voilà, un état émotionnel désagréable, de faible stimulation, d'insatisfaction engendrée par la situation de travail qui n'offre pas assez de sollicitations, dans lequel je m'ennuie très clairement. Les sources de l'ennui, en fait, elles sont sur différentes dimensions. Je m'ennuie parce qu'il y a peu d'exigences. C'est plutôt les gens qui vont parler un peu de routine. Voilà. C'est routinier. Franchement, je réfléchis pas. Je réfléchis pas pour le faire. Voilà. Peu de latitude décisionnelle. En fait, je suis dans de l'exécution, et ça peut être moi ou un autre, c'est du pareil au même. Une rupture de temps, une rupture dans l'espace, dans les frontières du métier. Tout ça, en fait, c'est pas tout à fait dans la perte de sens, parce que vous allez voir que c'est une autre dimension, mais en tout cas, voilà, un truc un peu qui ne se passe plus, la répétition, les tâches monotones, répétitives de surveillance,
Voilà, ça peut amener ces situations-là. Je t'arrête sur la dernière Vas-y. question de Sandrine. Quelles peuvent être les conséquences professionnelles d'en parler à son employeur pour essayer de faire évoluer le poste? Alors, je ne sais pas si on peut parler de conséquences, il faut le voir, il faut le prendre du moins par cette entrée-là, en fait. C'est d'imaginer tout de suite conséquences. En fait, moi, je ne vais pas répondre en termes de conséquences parce qu'il n'y a pas de conséquences. Enfin, en tout cas, j'ai pas d'éléments de fait. Il n'y a pas le droit du travail. Vous voyez, par exemple, si je me réfère au droit du travail, il n'y a rien qui va amener une conséquence sur le fait d'en parler à son employeur. Par contre, je trouve que c'est intéressant de poser la question de qu'est-ce que ça peut potentiellement permettre que d'en parler à l'employeur, en vrai. De poser la situation sur la table, soit ça ne fera rien, mais en même temps, aujourd'hui, si vous n'en parlez pas, ça ne fait rien. Mais ça peut aussi faire quelque chose. Et donc, du coup, finalement, c'est peut-être se dire, en parler à mon employeur peut peut-être aussi faire qu'il se passe quelque chose. Et donc, les risques associés du burn-out. Ouais, et donc du coup, les risques associés au burn-out, ça va être des risques organisationnels, en fait, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand je m'ennuie, en fait, l'individu n'aime pas le vide. Hein, donc, en fait, si je suis dans une situation où il y a du vide, en fait, moi, je vais combler le vide. Donc, je vais me mettre à faire des choses qui n'ont pas lieu d'être, en fait, on est bien d'accord. Aller sur Vinted, faire mes achats Vinted ou mes courses en drive, machin, tout ça, n'a pas lieu d'être sur un espace, une temporalité de travail. Oui, mais en même temps, l'individu va combler le vide. Il s'ennuie, l'activité qu'il a ne remplit pas sa journée, en fait, il va amener, il va faire autre chose de ce temps-là. Et donc, ça peut créer à un moment donné, effectivement, des difficultés organisationnelles à se retrouver à faire des choses qui n'ont pas lieu d'être sur un environnement de travail. Et que si demain, on change ça, il va se retrouver aussi désorganisé dans sa propre vie parce qu'en fait, il avait installé ça sur l'espace professionnel. Ça a forcément des impacts professionnels et métiers parce qu'en fait, je m'ennuie, donc je ne vais pas parler de mon métier. Puis en dire quoi? Si j'en parle, je vais le dévaloriser. Sauf que si je dévalorise mon métier, en fait, je me dévalorise moi, je dévalorise mes compétences, je dévalorise mes connaissances. Je peux en arriver à dire, mais en fait, j'en ai pas de compétences et de connaissances. J'ai pas de métier. Enfin, voilà, on peut arriver là-dessus. Sentiment de mise en placard, on en a parlé, d'être invisible. Et je trouve que ça, c'est des choses qui sont fortes. C'est-à-dire, je suis là ou je suis pas là. En fait, c'est du pareil au même. C'est difficile quand même. Alors oui, moi j'ai une collègue qui disait les cimetières sont pleins de gens irremplaçables. Certes, mais quand même, entre ça et je suis là ou je suis pas là, ça a le même effet. Je n'apporte rien, je n'ai aucune valeur. C'est un peu tout ça qui est dit quand même. Juste, Vanessa, il nous reste 20 petites minutes. Ouais. Il est possible que l'on dépasse de quelques minutes. Donc, si à 13h, vous avez encore un peu de temps, on dépassera un petit peu. Mais je pense qu'effectivement, sur le burn-out, on en a déjà dit pas mal. Il nous reste quelques données à fournir. Je te laisse poursuivre. Voilà, c'était juste en qualité de maître du temps que j'agis ici. Ça marche. Juste, mais parce que je chope, mais c'est pas forcément ça qui est dit dans la conversation, mais sur cette mise en placard là, qui est mise en avant, en fait, c'est la notion de placard est mise entre guillemets, parce qu'en fait, la mise au placard, elle peut être difficile à caractériser. Quelqu'un on peut avoir des éléments très factuels qui caractérisent la mise au placard, mais des fois il y a des éléments qui sont pas si factuels que ça, et ça ne veut pas dire que ça provoque pas cette notion de mise au placard, ou en tout cas que c'est pas comme ça que c'est vécu par la personne. Ouais, c'était juste ça que je voulais préciser. Alors les profils types, en fait, c'est moche dit comme ça. C'est pas un profil type parce que profil type, ça voudrait dire que
tu vas déclencher ou pas du Ouais. burn-out. Enfin bon, bref, et puis il y a toujours un peu cette notion, c'est ta responsabilité. Bon, bref, c'est pas ça, mais c'est plutôt un peu les gens qui sont dans cette situation-là, qu'est-ce qui se passe pour eux, qu'est-ce qu'ils ressentent, un peu comme cette idée des indicateurs de tout à l'heure. Donc, ça va déjà commencer par ce sentiment d'insatisfaction au travail, voilà, d'ennui, de machin. Ça provoque du stress, en fait. Enfin, voilà, il y a aussi la notion de stress. Voilà, l'ennui va amener du stress. L'insatisfaction va amener du stress. Du coup, je vais me désengager. Et je vais avoir des comportements contre-productifs. Enfin, voilà. Et cette envie de changement. Je suis allée un peu vite. Ouais. Avant le burn-out, Ouais. quelques derniers éléments à donner sur le burn-out. Attends, je vais essayer comme ça parce c'est ma souris qui a du mal. Oui, alors après, là, c'était juste pour zoomer un peu sur les stratégies de contournement, les relais et les issues. Alors, le relais du manager, le relais de l'entreprise, oui, enfin, je veux dire, alors, relais, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, le fait de l'exposer, le fait de le dire, le fait de le mettre sur la table, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut amener quelque chose. Donc, en fait, il faut que ça soit un levier aussi à ça. Après, des gens vont faire preuve de créativité, tout ça. Et puis, en fait, après, j'ai envie de dire, les leviers, c'est si une fois que j'ai exposé les éléments à mon employeur, c'est dans ses mains. Je peux moi, l'alimenter pour agir et tout ça, mais moi, je peux aussi agir sur ma propre situation et puis commencer à peut-être reprendre possession de mon travail, de mon métier, de mes compétences, du fait que je peux en faire quelque chose, que je peux l'offrir ailleurs, que je peux me positionner en externe, construire un nouveau projet et ainsi de suite. Et donc, passons au burn-out, du coup. Ouais. Alors ça, c'est le sommaire de ce que nous allons aborder, du coup. Exact, c'est pour ça que du coup, je passe. Passons directement à la définition, surtout. Qu'est-ce que c'est par rapport au burn-out, Ouais. ces anglicismes qui se ressemblent. C'est ça. Voilà. Et en vrai, vous allez voir que finalement, ils sont tous un peu entremêlés. Alors, une distinction qui est un peu plus forte entre le burn-out et le burn-out, puisqu'on est vraiment sur deux dimensions. En tout cas, sur le burn-out, si je simplifie un peu, on est sur de la surcharge de travail, du surinvestissement, du surengagement, et au burn-out, on est dans l'ennui, on a l'impression de servir à rien, machin. Maintenant, le burn-out, lui, va s'axer beaucoup plus sur la pathologie du sens. Ce que je fais n'a pas de sens. Je vais parler d'un artiste que j'aime bien, moi, qui s'appelle Karine Duval, qui a un one-man show, et qui en parle de ça, et qui en parle, moi, je trouve assez bien. J'ai eu la chance de le voir en spectacle, mais et du coup, en fait, il ramène ça aussi beaucoup aux intitulés de poste. Alors, c'est un peu caricatural, c'est un artiste, un humoriste, mais où les gens, donc à un moment donné, il interpelle quelqu'un dans le public et qui est chef de projet en communication, interface numérique. Et donc là, Karim lui dit, ah bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, on sent en fait que la personne se perd dans ses explications. Et bon, voilà. Alors après, je pense que ce monsieur-là avait quand même du sens dans son travail, mais c'est cette idée aussi qu'à un moment donné, il y a alors beaucoup les métiers où la finalité du geste professionnel est tellement éloignée de ce que moi je fais. Le résultat entre moi, ce sur quoi j'agis, et le résultat concret, en fait, est tellement éloigné que ça amène aussi cette perte de sens. C'est-à-dire que je ne sais plus pourquoi je fais ça. Qu'est-ce qui fait que je fais ça? Qu'est-ce que ça produit? Enfin bon, voilà. Donc après, il y a plein d'autres situations. C'était juste celle-ci qui est un peu caractéristique, mais c'est vraiment, je ne sais plus quel est le sens de mon geste. Je ne sais plus ce que doit produire mon geste. Je ne sais plus à quoi je sers. Voilà, ça ne veut pas dire que je considère que je ne suis pas important. Je peux être dans une chaîne et sur des postes très importants, mais je ne comprends plus à quoi sert mon geste professionnel. Effectivement, on entend souvent parler des bullshit jobs, pardon pour l'anglais. Et donc, le burn-out,
c'est peut-être aussi un peu caricatural, la notion de bullshit job, Ouais. mais le burn-out en est la pathologie C'est ça. qui est conséquente. Ouais. Suis-je concernée? Enfin voilà, suis-je fonctionnelle et active? C'est compliqué parce qu'en fait, des fois, quand on parle de toutes ces notions-là, il y en a qui connaissent Karine Duval. Mais quand on parle de tout ça, en fait, on peut s'y retrouver en vrai. Parce que voilà, parce qu'on a tous, enfin, il y a des moments, moi, il y a des choses que je fais dans mon métier, peut-être que je ne devrais pas le dire ici, mais il y a des fois dans les activités que je fais où je me dis, je ne sais plus très bien quel sens ça peut avoir. Ça, mais on peut tous se poser à un moment donné. Mais là, c'est vraiment tout l'acte du métier, tout l'acte, l'ensemble des activités et des tâches qui n'a plus aucun sens pour moi, plus aucun objectif, et qui amène un sentiment d'absurdité dans mon travail. Voilà. Donc c'est vraiment ça qui fait que, oui, là on va s'approcher de cette notion de burn-out. J'ai du mal à le dire, je ne suis pas très douée. D'habitude, je m'en tire mieux, mais ouais. Je suis un peu intimidé par le live, donc mon anglais empathique. Ouais. Dans les symptômes, voilà, la perte de plaisir dans l'activité, une accumulation de tâches, de messages d'urgence. Mais en fait, c'est-à-dire que déjà, comme ça n'a plus de sens, c'est absurde pour moi ce que je fais. Donc forcément, c'est pour être compliqué de trouver du plaisir ou de la satisfaction dans ce que je fais quand c'est absurde. Et puis après, une fois que c'est absurde, une fois que vraiment dans mon ressenti, il y a ce sentiment d'absurdité, en fait, l'intérêt de faire les tâches ou de gérer les urgences, puisque ce que je fais n'a pas de sens, c'est absurde, ça peut attendre, en fait. Et donc, du coup, on va voir comme ça une accumulation de tâches, de messages, d'urgences, effectivement, parce que ça n'a pas de sens. Donc, je ne vois pas pourquoi, ça ne veut pas dire que je ne vais pas le faire, mais ça peut peut-être attendre un peu. Perte de confiance dans les relations. Alors, forcément, on va avoir de la dépréciation de soi, mais forcément, c'est un peu la même chose que le burn-out. Hein, je n'ai pas de sens dans ce que je fais, c'est absurde. Donc, en fait, je ne vais pas parler de mon métier. Pour dire quoi? Même moi, je me dis que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et puis, les gens vont venir me dire, ah bon, c'est bizarre, mais pourquoi tu fais ça? Mais qu'est-ce qui fait que? Mais, enfin, bon, voilà. Et donc, du coup, forcément, ce que je fais n'a pas d'intérêt, forcément, ce que je fais n'a pas de valeur, enfin, bon, bref. Et donc, on va amener comme ça de la dépréciation de soi. Et on peut, là aussi, comme pour le burn-out, que je n'ai pas forcément dit, mais ça reste de l'épuisement, c'est-à-dire que ça soit du burn-out ou du burn-out, ça va déclencher ce sentiment d'épuisement. Et donc, on va retrouver les symptômes physiques qu'on peut retrouver sur le burn-out. Et du coup, comment en sortir du burn-out? Alors, tu voulais ajouter quelque chose? Non, vas-y. Non, c'est par rapport à la slide suivante, du coup. Ouais. Et comment sortir du burn-out, sachant que Alexandra, dans le chat, posait également la question, je ne sais pas si on l'a abordé vraiment tel quel, également du burn-out, comment en sortir? Est-ce que les mêmes questions là, voilà, qu'on va évoquer peuvent se poser? Est-ce que l'un comme l'autre, il n'y a pas des réflexes à avoir? Alors, c'est bien sûr que les mêmes questions peuvent se poser, bien sûr qu'il faut se faire accompagner, en fait, il faut remettre le sujet sur la table. Donc, je ne vais pas redire tout ce que j'ai pu dire, et puis les relais, médecins du travail et machin et tout ça. Enfin bon, voilà, hein, tout ça, c'est existant. Le fait d'en parler à son employeur, le fait de poser les choses sur la table. Le burn-out, dans l'accompagnement qu'on peut mettre en œuvre et dans les questions qu'on peut soulever en termes d'accompagnement, il va y avoir un axe de travail qui est de replacer l'individu en termes de valeur. Parce qu'en fait, il y a une notion d'ennui qui est très forte et la dépréciation va vraiment impacter la notion de compétence de l'individu. Et donc, du coup, si je dois schématiser, en tout cas, et faire un peu de différence là-dessus, il va y avoir un axe de travail assez important
à remettre et à replacer au cœur. Alors que le burn-out, ça ne veut pas dire que tous ces éléments-là, il ne faut pas les travailler aussi, mais le burn-out, il y a quelque chose de l'ordre du sens. Qu'est-ce qui va faire sens pour moi demain? Parce qu'en fait, c'est ça qui est blessé, enfin, qui est blessé, pas les bons termes, mais qui est attaqué dans le burn-out. Donc, en fait, il va falloir remettre un travail en place pour amener la personne à conscientiser, nommer, identifier ce qui va faire sens pour elle professionnellement demain. Ok. Et du coup, comment trouver du sens comment retrouver du sens, c'est compliqué. Je pense que en fait, c'est difficile parce que les personnes ont perdu la notion de sens. Donc, en fait, il faut réussir à identifier qu'est-ce qui pourrait refaire sens pour moi demain. Qu'est-ce que j'ai qui me donne du sens? Il y a la notion de compétence qui est là parce que souvent, quand même, voilà, ces éléments-là ne sont pas forcément attaqués et que ça peut faire sens pour moi. La notion d'équilibre, André Chauvet donne des éléments. Alors, il ne travaille pas du tout là-dessus, il travaille sur le monde incertain, mais il parle des invariants, de qu'est-ce qui va être important pour moi demain, voilà, qu'est-ce que je jette, qu'est-ce que je modifie, qu'est-ce que je ne dois surtout pas jeter. Et finalement, dans le qu'est-ce que je ne dois surtout pas jeter, des fois, ce qui va prendre, peut-être ce qui peut faire sens dans un premier temps pour moi, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'équilibre. Donc, équilibre pro, perso, enfin bon, bref. Il nous reste 5 minutes. Vous êtes encore une petite centaine avec nous. Merci. Et je vous invite surtout à rester sur cette dernière partie où on parle de conseil en évolution professionnelle. Pourquoi? Qu'est-ce que le CEP déjà? Alors, qu'est-ce que le CEP? Alors, on a parlé beaucoup d'accompagnement. Toujours un peu compliqué pour moi, je ne suis pas là pour faire de la vente machin, mais malgré tout, en fait, le CEP, il amène aussi, il va amener aussi cet accompagnement. Donc, forcément, je vais le mettre en lien. Le CEP, c'est quoi? C'est du conseil en évolution professionnelle. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose. Là aussi, c'est un service. C'est un service public donc, qui va permettre d'offrir à toute personne, quel que soit son statut, puisqu'il y a différents types d'opérateurs, mais quel que soit son statut, de pouvoir bénéficier d'un temps d'échange sur ma situation. Donc, c'est pouvoir venir rencontrer un professionnel et dire, en fait, voilà, moi, ma situation, c'est le bordel. C'est le bordel dans mon crâne parce qu'en fait, souvent, quand on est dans des situations, en fait, on se pose 36 000 questions et comme on se les pose tout seul, les questions, elles rebondissent à droite, à gauche, que souvent, ce qu'on peut entendre, c'est « je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais plus par quel bout prendre ». Et donc, en fait, le CEP va déjà offrir cet espace-là de poser cette situation et puis qu'on travaille ensemble sur, finalement, qu'est-ce que c'est que cette situation? Comment je peux agir dessus? Qu'est-ce qui peut être mis en place? Alors le CEP, nous, on va travailler aussi avec beaucoup d'acteurs et d'interlocuteurs et tout ça. Donc, on va aussi être source d'informations pour l'individu, qu'il connaisse aussi les acteurs et les ressources qu'il peut solliciter au regard de sa situation. On est gratuit. C'est quand même plutôt cool parce qu'on est service public. Donc, on est gratuit. Il va y avoir une neutralité dans notre accompagnement et dans la façon dont on peut conseiller ou informer la personne. On va être confidentiel, c'est-à-dire que voilà, on est en lien avec personne, on n'est pas en lien avec l'entreprise, on n'est pas, enfin voilà, on est en lien qu'avec vous, qu'avec les individus et on est à la main de la personne. Je crois que le sujet du jour a amené de la discussion autour d'un management qui peut être parfois qualifié de toxique, entre autres, et on peut avoir énormément de pression par rapport à cela et se dire que on peut faire appel au CEP sans le regard, sans la connaissance de l'employeur à ce sujet. Et puis, le CEP ne va pas avoir cette action-là. C'est-à-dire que le CEP, vraiment, il est à la main de l'individu, il est là pour l'individu, il est là pour voir avec l'individu quelle est sa situation, comment on peut travailler ensemble. Et vraiment, l'idée, c'est ça. C'est comment on peut travailler ensemble pour essayer de faire bouger des choses dans cette situation. Pour qui? Donc, sachant que il y a plusieurs opérateurs du CEP.
selon votre situation professionnelle. Ouais. Il y a plusieurs opérateurs du CEP. L'idée en mettant en place le CEP, c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça soit accessible à tout le monde, peu importe son statut et ainsi de suite. Et donc, du coup, pour pouvoir répondre à ça, on a défini différents opérateurs du CEP. On va retrouver Avenir Actif, donc, qui est notre opérateur, ce sur quoi nous on agit, où nous on va agir plutôt auprès des salariés de droit privé et les indépendants. Quand je dis indépendants, on est sur tout type de statut d'indépendance. L'APEC qui va avoir plutôt une spécialisation d'accompagnement auprès du public cadre. Les demandeurs d'emploi, ça va être plutôt France Travail, leur opérateur du CEP. Les missions locales vont agir pour le public de moins de 26 ans parce que là aussi, c'est leur pôle d'expertise. Et Cap Emploi va accompagner plutôt les personnes qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Sachant qu'à la suite, on présente sur la slide suivante une offre de service qui, en soi, n'est pas tant exhaustive. Le CEP, on ne fait pas appel simplement pour se former ou se convertir ou autre, mais en fait, quel que soit le besoin, quelle que soit la situation, quelle que soit l'interrogation, quand bien même il n'y a pas un projet défini d'évolution professionnelle, vous pouvez faire appel à un conseiller en évolution professionnelle. Et dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la thématique du jour, comment on peut agir, nous, pour vous aiguiller, pour vous... Dans le cadre de ces situations-là, à l'aide de partenaires que l'on peut mobiliser. J'ai vu passer dans le chat tout à l'heure les services de santé au travail, les associations que tu as évoquées plus tôt. On travaille, on a une action forte de liens partenariaux avec les services de santé au travail, mais je les rencontre tout le temps, je les ai encore vus hier, bon bref. Donc voilà, on échange beaucoup avec eux. Les associations comme les Bornettes, si je vous en parle, c'est parce que là aussi, ça fait partie des partenaires qu'on a. Et l'idée, quand je dis que c'est des partenaires, nous, notre objectif, c'est d'essayer au maximum de s'informer de ce qui se passe sur le territoire, des acteurs qui sont mobilisables, pour pouvoir en fait vous aider. On est un peu, moi j'avais dessiné ça, j'avais dessiné l'idée de la rotule, mais le CEP, moi j'aime bien la dessiner aussi en termes de rotule dans la situation de la personne. C'est-à-dire que en fait, on va vous aider à poser la situation, puis une fois que c'est fait, en fait, on va essayer de réfléchir ensemble, et puis on va vous dire, en fait, peut-être faudra aller voir, il y a telle personne qui peut vous donner telle information, vous aider sur tel élément, et puis on va pas vous laisser que là-dessus, c'est-à-dire qu'on va dire, ok, et on voit ce que ça donne, et vous revenez, et on progresse comme ça, autant que vous avez besoin, au rythme que vous avez besoin. Moi, je trouve que c'est génial. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez. Si vous avez un besoin là de se revoir la semaine prochaine, machin, tout ça, ou si là, ok, c'est ok, c'est good pour moi, Vanessa. Ah, puis finalement, 2 mois après, je vous rappelle parce que là, je suis tombée sur une information, j'aimerais bien qu'on en parle. Ça me fait rebondir sur ma propre situation et plac, on se remet un petit rendez-vous, on peut faire un entretien en visio, par téléphone, enfin bon, voilà, il y a une vraie flexibilité du service. C'est ça, effectivement, c'est un service itératif et surtout pensez-le comme la clé d'entrée de votre accompagnement professionnel. Et qu'à partir de là, le CEP peut être une bouffée d'air frais pour vous permettre de parler et ensuite d'être accompagné selon votre besoin. Comment, donc tu l'as dit, un premier rendez-vous avec un conseiller ou une conseillère en évolution professionnelle, avec une trame possible d'entretien, mais encore une fois, un rendez-vous où, en tant que de besoin pour vous, c'est à votre main, c'est votre droit. N'hésitez pas à le solliciter dès que vous ressentez le besoin. Et comment prendre un rendez-vous avec un conseiller? Je vous ai mis le lien dans le chat, mais on vous le dit à l'oral, www.mon-cep.org. Donc, à partir de cette plateforme, vous renseignez votre situation professionnelle, votre localisation, et vous trouverez possibilité de prendre rendez-vous rapidement. Donc, avec tout un tas d'informations aussi, peut-être pour vous en dire plus que ce que nous vous présentons à l'instant T. Et voilà.
Et On ben, arrive à la écoutez, fin de ce webinaire. ouais, Avec un merci tout petit peu de beaucoup. retard, merci à vous tous. Franchement, ça va, 3 minutes. C'est 3 minutes, ça va. C'est cool. Merci à tous, à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Voilà, nous étions bien enrhumés avec Vanessa aujourd'hui. J'espère que ça ne s'est pas trop entendu. Mais voilà, en tout cas. Je vais pouvoir aller me boucher de manière tranquille. Et Bonne puis, journée à tous. Bonne journée à tous. Et, il reste quelques webinaires. Ouais. C'est ça, des semaines de l'édition professionnelle. Jusqu'à vendredi. N'hésitez pas à vous inscrire. Et à nouveau, les replays seront disponibles sur YouTube très prochainement et vous en serez informés. Merci à tous et bonne journée. Au revoir.